Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer cette séance du conseil municipal. Premier conseil municipal depuis longtemps où l'on peut accueillir le public donc, et où nous nous retrouvons en mairie. Donc c'est un plaisir et une avancée, même si on a encore tous cette obligation de porter le masque. Avant de démarrer le conseil municipal, j'aimerais, quelques jours après la commémoration du décès de Samuel Paty, donc le 15, de mémoire, ça doit être le 15 novembre 2020, 15 octobre, pardon, merci, 2020, j'aimerais que l'on observe, en hommage à Samuel Paty, une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, je vais procéder à l'appel. Bonsoir. Alors, Lucie Boisdin. Alexandre Moulin. Marie-Hélène Casteil. Didier Hanol. Thérèse Adou, procuration à Alexandre Moulin. Alain Dupuis. Sylvie Delaunay, procuration à Alain Dupuis. Maxime Sanchez. Présent. Karine Maineris-Bonfanti. Présent. Thierry Massotto. Présent. Marjorie Almendros. Présent. Louis Puig. Présent. Présent. Jocelyne Fréville. Mathieu Baille. Absent. Christelle Aracil. Présent. Éric Savine, procuration à Didier Hanol. Isabelle Dumec. Présent. Michel Bouscas, procuration à Thierry Massotto. Roland Hubert. Oui, présent. Denis Jobert. Présent. Philippe Beaufy, procuration à Salvador Bagnouls. Et Salvador Bagnouls. Présent. Alors, je vais nommer comme secrétaire de séance Christelle Aracil. On est d'accord? Alors, concernant le compte-rendu du conseil municipal du mardi 25 mai 2021, qui s'est tenu à l'espace Simon Ali, donc nous recevions le président de Perpignan Méditerranée Métropole, donc il y a eu des échanges et des questions des élus au président de la communauté urbaine. Ensuite, nous avons eu, le premier point à l'ordre du jour, c'était la convention de portage par le PFL pour l'acquisition d'une habitation 3 routes du Soleil. La décision modificative numéro 1 au budget primitif. Les subventions aux associations. L'exonération des taxes de terrasse pour 2021 suite à la crise Covid. La modification du projet d'installation de panneaux photovoltaïques. La modification de la convention et du bail avec l'école de la Bressole avec la mise à disposition de la placette dite de la Bressole. La désignation de l'avocat pour l'affaire Chemin de Lupia, affaire toujours en cours. Le point numéro 8, la demande de subvention pour un projet d'aménagement d'un self-cantine. On n'a pas de réponse pour l'instant. Le point numéro 9, c'était les jurés d'assises qui ont été tirés au sort. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des retours sur ce compte rendu, des remarques? Oui, moi, une petite remarque. Oui. Puisque vous avez noté que j'avais pris la parole. Et il semblerait, la façon dont c'est noté, que j'ai pris la parole avant le 14 avril 2021. Je me souviens parfaitement que c'était le 10 décembre 2020, à la salle du premier étage, où j'avais pris, d'abord j'avais pris le temps de dire que quand on se présente aux élections, on essaie de les gagner, nous les avons perdus, et j'avais félicité les gens qui avaient gagné. Voilà. Et j'avais dit à l'époque, que finalement, entre guillemets, parce que je m'étais trompé, ce n'était pas un audit, mais c'était un rapport financier du trésorier, j'avais dit qu'il fallait tenir compte du FCTVA et des subventions qui n'avaient pas été prises en compte lors de cet exercice comptable. Bon. Là, la façon dont c'est dit, on a l'impression que c'est après l'année 2020, alors que je l'ai dit
dans l'année 2020 avant d'avoir les résultats de l'exercice. Voilà. D'accord. Hein? Ça a été dit au cours du conseil municipal de décembre. 10 décembre. D'accord. Hein? La première réunion qu'on a pu faire à la mairie de... C'est quoi le PV du décembre? Non. C'est le PV du mois de mai, non? Du 14 avril. C'est celui du 14 avril. Alors, on ne peut pas parler de tout. Non, mais là, du moment qu'on dit, demande à rectifier le compte rendu, il observe le résultat financier. C'est pas vrai, je l'ai dit avant. Je l'ai dit, hein, le 10 décembre 2020, à la fin du premier étage. Voilà. Je demande à ce que ce soit rectifié. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu le résultat de l'exercice pour dire quand même, attention, dans ce qu'il a été dit, il y a des FCTVA et des subventions. Et monsieur le trésorier l'avait bien stipulé, je crois que c'est la page 12, en disant qu'il n'avait pas tenu compte de ces éléments dont je vous fais part aujourd'hui. Et dont je vous ai fait part le 10 décembre. Voilà. Ok. D'autres remarques? Non? Donc, concernant ce compte rendu du 25 mai 2021, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, M. Jaubert. Donc, tous les trois, plus la voix de Philippe Beaufil. Donc, 4 abstentions. Je vous remercie. Alors, avant de démarrer le conseil municipal, vous avez reçu la convocation avec différents points à l'ordre du jour. Et si vous en êtes d'accord, je souhaiterais rajouter un 14e point à l'ordre du jour par rapport à l'accompagnement possible de l'État à la création d'un poste de conseiller numérique pour lequel nous avons obtenu un accord et pour lequel nous devons valider par délibération pour ne pas perdre cet accord sur l'année 2021. Et c'est un poste, on en parlera en point 14, mais est-ce que vous acceptez qu'on rajoute ce point? On aurait pu le mettre en question diverse. Je vous demande de le mettre en point 14. Ça sera plus précis. Création d'un poste de conseiller numérique. C'est un poste non permanent. On en reparlera tout à l'heure, mais financé pratiquement en totalité par l'État. Voilà. Tout le monde est d'accord? Ok. On rentrera dans les détails quand on y arrivera. Alors, le premier point à l'ordre du jour, ce sont les informations au conseil municipal des décisions prises par délégation. Donc, ce sont toutes les renonciations au droit de préemption que vous avez sous les yeux. Donc, ce sont toutes les ventes, comme on les passe à l'accoutumée, sur lesquelles la mairie n'a pas préempté. Donc nous prenons acte des décisions, pas de remarques là-dessus. Le point numéro 1, convention de portage par le PFL Perpignan Méditerranée pour procéder à l'acquisition d'un bien sur la parcelle AH 288 et la parcelle AH 302 rue des Rosiers et rue des Violettes. Alors, je vous informe que dans un souci de redynamisation, d'embellissement, mais surtout de sécurité des riverains autour de l'école élémentaire de l'oncle Jules et à proximité de cette école, nous souhaitons procéder via le PFL à l'acquisition de 2 terrains nus. Donc c'est vrai qu'on se l'est dit, on se le redit, dans le cœur de ville et autour de l'école élémentaire de l'oncle Jules, il est difficile de laisser passer de telles opportunités qui permettront de créer du stationnement et en tout cas de procéder à une réserve foncière et que ces biens rentrent dans les biens communaux. Un terrain situé rue des Rosiers, donc à proximité de l'école élémentaire, 122 mètres carrés d'une valeur de 35 000 €, et un terrain situé rue des Violettes, d'une surface de 259 mètres carrés pour une valeur de 75 000 €. Donc, considérant, comme je viens de vous le dire, la situation stratégique de ces 2 terrains, considérant la proposition de l'EPFL qui est à frais de mutation, charges et frais de portage à 0,5% par an, considérant que la commune s'engage à ne pas faire usage du bien sans y avoir été autorisé au préalable par le PFL, ne pas s'engager à n'entreprendre aucun aménagement sans y être autorisé par le PFL, la commune s'engage à faire face aux conséquences financières entraînées par ce portage,
Donc remboursement de l'investissement réalisé au terme du portage fixé à 15 ans, un paiement qui s'effectuera à 50% par annuité constante et 50% in fine. Pour information, l'annuité et les frais de portage annuels sont évalués à 2 850 € par an pour la première parcelle et à 1 340 € par an pour la deuxième parcelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces acquisitions? Moi, je ne vois pas où sont ces parcelles. Alors, c'est deux terrains nus. Donc, un qui est rue des Rosiers, donc qui est à vol d'oiseau, à 100 mètres, 150 mètres de l'école élémentaire de l'oncle Jules, juste de l'autre côté de la route de Nils. D'accord? Et le second, qui est, lui, rue du Masdeu, à l'angle de la rue des Violettes, qui va permettre, dans l'idée, de créer du stationnement et de sécuriser l'avenue du Masdeu pour la descente des parents piétons avec les enfants jusqu'à l'école Gaudi, en disant, il y a le parking, on ne stationne plus sur la rue du Masdeu. Voilà. Et l'autre désengorgera autour de l'école, ne serait-ce qu'avec les véhicules des parents qui viennent amener, chercher les enfants. Et on dit école, mais il y a aussi l'accueil de loisirs à proximité. Il n'y a pas que l'école, il y a aussi l'accueil de loisirs qui amène du passage de parents. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? C'est la parcelle de Gérard. Oui, si on dit que le prénom, ça va, c'est la parcelle de Gérard. Il faut éviter de dire les noms, mais effectivement. Donc, in fine, ça veut dire que la dernière année, on fait la moitié. C'est ça, tout à fait. De ce qui n'a pas été porté. Tout à fait, voilà. Sauf qu'entre-temps... Donc, ça fait... Oui. Voilà, ça dépend de l'inflation, comment ça va se passer. Ouais. Sauf qu'entre-temps, il ne faut pas oublier qu'on va avoir d'ailleurs, on va en parler dans le point suivant, on va avoir les PUP qui concernent les futurs aménagements, donc qui vont amener une entrée d'argent au niveau investissement. Et éventuellement aussi, on en reparlera plus tard, certainement au prochain conseil municipal, éventuellement aussi le terrain dit Terradas, route de Canoës, qui peut aussi nous amener... voilà. Je dis ça parce que effectivement, la question de M. Jobert est pertinente. In fine, on paye 50%, mais on n'est pas obligé d'attendre in fine. Si on a une entrée d'argent à un moment donné, on peut solder auprès de l'EPFL. Oui, voilà. Il y a quand même quelques pénalités. C'est anticipé. Non, très peu. Non. On peut solder par anticipation. Oui, tout à fait. Oui, on a pris justement, on a pris le renseignement par rapport à ça. Voilà. Ouais. D'autres questions? On passe au vote. Donc pour le point numéro 1, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, je passe la parole à Maxime Sanchez. Donc, point numéro 2, projet urbain partenarial du secteur de la Figuera Font-d'Elzor, convention fixant les modalités de reversement par Perpignan Méditerranée Métropole de la quote-part de participation financière versée par les aménageurs revenant à la commune. Donc, le 14 avril dernier, les conditions et le périmètre du projet urbain partenarial, PUP, du secteur de la Figuera et Font-d'Elzor ont été délibérés à l'unanimité. Il convient de fixer les modalités techniques et financières de réalisation des infrastructures prévues et le reversement des participations des aménageurs entre la communauté urbaine et la commune. Conformément aux demandes du Trésor public, la communauté urbaine a délibéré le 20 septembre dernier sur les projets de convention qu'il convient désormais de valider aujourd'hui en conseil municipal. Donc, au vu du code de l'urbanisme, au vu de la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2021, émettant un avis favorable au projet de création d'un périmètre élargi, le PUP, dans le secteur nord de la commune et à la signature des conventions. Au vu de la délibération du conseil de communauté urbaine Perpignan-Méditerranée en date du 20 septembre dernier, instaurant le périmètre élargi de participation PUP pour une durée de 15 ans sur les terrains classés en zone 1AUH dans le secteur nord de la commune. Considérant que l'urbanisation de la portion nord-est nécessite la création d'équipements publics, la création et la reconfiguration des écoles, la restauration scolaire, périscolaire, d'accueil de loisirs, des points d'eau, la reconstruction d'ateliers municipaux, la création d'une salle polyvalente. Considérant que la commune s'engage à réaliser les dits équipements 5 ans maximum après la fourniture du document administratif de la première opération d'aménagement d'ensemble,
considérant qu'en vue de la réalisation et du financement des équipements publics, PMM et les aménageurs, à l'intérieur de ce périmètre de pub qui se livrent successivement à des opérations d'aménagement, concluront des conventions. Considérant que par ces conventions, les aménageurs s'engagent à prendre en charge une partie du coût des équipements publics nécessaires à leurs opérations, selon un échelonnement précisé et acté pour chaque projet. Considérant que ces participations seront versées en totalité à PMM, il convient de définir les modalités de reversement des participations financières à la commune. Donc je vous propose de nous engager à réaliser les équipements publics de notre compétence, tels que précisés dans l'article 3, d'émettre un avis favorable à la signature de conventions précisant les modalités de reversement de la quote-part des participations financières à la commune, et donc d'autoriser le maire à signer les conventions de reversement et tout acte utile. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est vrai que... Oui, vas-y. Création, reconfiguration, reconstruction des ateliers municipaux, création de centres. Je crois avoir vu sur Internet quand même le montant total qui est engagé sur cette période, qui est pas loin de 2 800 000 euros. Et il semblerait que sur les 2 800 000 euros, il y ait un problème d'augmentation en eau potable. Et que, je crois qu'il y a 1 400 000 euros pour amener l'eau potable afin que tout le monde puisse avoir au robinet. Je voulais simplement savoir ce qui est envisagé dans ce cadre-là. Par rapport à l'eau potable? À l'eau potable, puisque je crois que c'est 2,8 millions, je crois, le total. Donc, Tout dépend de quoi on parle. Oui, parce qu'il y a le... Tout dépend de quoi on parle. Il y a eu un estimatif sur un maillage avec une autre commune. Ah ben voilà, en l'occurrence, moi je ne savais pas ça. Voilà, en l'occurrence, il y avait la possibilité de Canoës et la possibilité de Poyestre pour pouvoir profiter de l'eau de la communauté urbaine. Donc ça fait partie de ces 2,8 millions. Il y a la possibilité... 1,4 million. Certainement, oui. Et ensuite, il y avait la création d'un réservoir supplémentaire, puisque celui de la commune actuellement a une capacité insuffisante au nombre d'habitants de la commune. Et même pour répondre au problème d'incendie. C'est ça. Tout à fait. S'il y a une maison qui brûle, le château d'eau est vide. Et voilà. Que je veux dire, à un moment donné, on était quand même maillé avec la communauté. Alors, nous sommes toujours maillés avec la communauté de communes voisines, mais qui facture l'eau à un certain prix. Donc la communauté urbaine étudie un maillage différent et voire d'autres. Et là, il y a un bureau d'études qui a été missionné. Donc pour l'instant, les hypothèses être maillé à Canoës ou à Poyestre sont mises de côté. Il n'est pas impossible que ce soit le Soleil ou autre chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura par contre le réservoir, le nouveau réservoir en eau, puisque là les études de sol ont été faites, etc. Et celui-ci, il va bien, le projet va bien démarrer. Voilà. Et le réservoir, il se situe derrière les ateliers municipaux. Oui, tout à fait. Sur le terrain, très proche du réservoir actuel. Très proche du réservoir actuel pour une économie aussi de coût, puisque le réservoir actuel est conservé. Voilà. Très bien. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression de redite, mais ce n'est pas faux, parce que comme c'est stipulé, nous avions déjà pris une décision le 14 avril 2021 là-dessus, mais il se trouve que le Trésor public a souhaité que l'on modifie les choses parce que les sommes seront versées à PMM qui reversera à la commune. Or, donc, ça nous a d'ailleurs fait perdre un peu de temps sur ce projet, mais voilà. C'est quoi, c'est un tiers de tiers? Alors là, on a la convention. On le verra plus tard. Mais disons que sur ces opérations-là, il y a de nombreux travaux qui vont être réalisés par PMM. Une nouvelle entrée de ville avec un nouveau giratoire. Donc il y a beaucoup de fonds qui sont plutôt sur l'intercommunalité et le reste sur la commune. Enfin, c'est quand même. Moitié-moitié. Oh, c'est comme si. La participation au profit de PMM s'élève à 270 226 €, qui reversera 186 775 € à la commune. Ah oui, voilà.
C'est sur un des projets, mais c'est pour vous donner la proportion. Voilà. Et sur l'autre projet, c'est 101 000 à PMM qui reversera 46 000 à la commune. Voilà. Merci. Donc, sur ce point, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 3, toujours Maxime, modification du PLU visant au développement de la cave coopérative. Alors, donc, depuis le 1er janvier 2016, l'État a transformé la compétence donc, du PLU à l'intercommunalité, PMM. Et donc, suite à la fermeture prochaine de la cave coopérative de Trouillas, on a été sollicité pour agrandir celle de Ponteillanils pour un besoin de stockage et donc pour une extension. Donc, je vous propose de solliciter PMM pour engager la procédure de modification numéro 3 de notre PLU en vue de modifier l'affectation d'une partie de deux parcelles en zone agricole actuellement pour les transformer en zone A, petit c. Ce zonage permet donc de construire des bâtiments liés à l'extension d'une coopérative. Donc cela correspond aux bâtiments de la cave coopérative et de la gare situés sur les parcelles AC numéro 22 et AC numéro 31. De la gare, les terrains à côté de la gare. Oui, c'est ça, les terrains, pas les bâtiments, les terrains à côté. Non, non, c'est pas les terrains à côté, parce que c'était des terrains agricoles. C'est les terrains qui sont derrière. C'est les terrains qui sont derrière. Alors il y a un terrain qui est derrière, effectivement, il y a un terrain qui est... Il y a un terrain sur le côté. Il y a un terrain qui est sur le côté parce qu'il y a une construction qui a déjà été réalisée, mais... Entre la cave et la piste cyclable. Ah oui. Voilà. Et on doit régulariser cette extension. C'est pas régularisable Voilà. pour le C'est moment. entre les nouveaux bâtiments qui ont été faits et la piste cyclable. Voilà, mais ça inclut les nouveaux bâtiments qui, pour le coup, n'auraient pas dû être faits parce qu'il n'y avait pas cette modification. Bon, c'est pas grave, mais bon, du coup, on remet tout à plat. Exactement, Voilà. c'est la cave coopérative qui a fait sans demander. Voilà, Non, mais je n'ai visé personne, hein, Denis, je dis juste qu'on remet le truc, on en profite pour remettre à plat. Que les choses soient bien claires. Ouais. Par contre, je précise, pour avoir eu le président de la cave coopérative, que cette extension concerne du stockage de cartons et de bouteilles. Voilà. Ce ne sont pas des cuves. Voilà. Juste pour la précision et que ce soit clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Non? On passe au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, toujours Maxime, l'intégration dans le domaine public des espaces verts du lotissement Elborn à Nils. Alors, à la demande de l'association syndicale du lotissement Borne sur Nils, je vous propose l'intégration dans le domaine public communal des espaces verts. Donc, il y en a qu'un, il est à l'entrée, où il y a l'œuf et noté le nom du lotissement. Les voiries et les trottoirs, c'est de la compétence de PMM, donc eux, de leur côté, l'intégreront très prochainement, hein, puisqu'on en est à l'acte définitif. Donc aujourd'hui, je vous propose, moi, la rétrocession des espaces verts de l'association syndicale vers la commune, dans le domaine public communal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5, M. Didier Hanol, l'attribution du marché relatif à la téléphonie fixe de la mairie. Alors, le standard téléphonique de la mairie est un outil essentiel pour la bonne communication et un bon accueil des habitants qui souhaitent entrer en contact avec les élus et l'administration. Les situations peuvent parfois être urgentes dans le cas d'un signalement, d'un problème de sécurité sur voie publique, de problèmes de voisinage ou d'événements. Depuis quelques années, il est apparu que le nombre de lignes actuelles pour accéder aux services municipaux par téléphone est parfois saturé, ce qui génère un temps d'attente long pour accéder à une réponse. L'installation de la fibre sur la commune permet d'accéder à une technologie et à un service plus performant qui nécessite le changement du standard et des abonnements actuels.
Actuellement, la mairie est équipée d'un standard Alcatel en location auprès d'Orange qui permet de 4 appels simultanés. Ce contrat arrive à terme au dernier trimestre de cette année 2021. Donc, conformément aux règles de la commande publique, une consultation a donc été lancée pour remplacer ce matériel. Le matériel proposé par les 4 opérateurs candidats sont de marques différentes mais de qualité égale et qui permettront de prendre en charge ces appels simultanés au minimum. Pour rappel, le coût mensuel avec l'opérateur d'Orange était actuellement de 370,36 € par mois TTC. Les 4 prestataires qui ont répondu à cette consultation sont Orange, ASC, Procom Sud et RS Group Téléphone. Donc, suite à l'examen des différentes offres qu'il y a eu, la société retenue a été la société ASC, qui est à la fois la moins disante et la mieux disante aussi au niveau des performances des différences technologiques qu'ils ont pu apporter. Voilà. Et par rapport au coût mensuel de l'opérateur Orange, vous savez peut-être le prix 1%. Alors, par rapport. Oui. L'essentiel, c'est d'avoir 6 appels simultanés plutôt que 4. Voilà, 6 appels et qui seront évolutifs dans le temps, puisqu'on passe maintenant en téléphonie SIP, et donc on peut faire varier un peu l'évolution du matériel au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure, tout le système téléphonique en RTC ne va plus être entretenu. Donc maintenant, obligatoirement, tous les secteurs qui sont éligibles à la fibre doivent passer par la fibre. Et en termes de comparaison, au niveau du montant TTC par mois, en location avec Orange, on était à 469 €. Et là, on est à 399 avec ASC. Et Orange avait aussi quelque chose en moins par rapport aux autres, c'est qu'ils proposaient les communications fixes illimitées, mais ajustables sur les mobiles. Et comme la plupart du temps, maintenant, on appelle quand même beaucoup les mobiles, donc obligatoirement, tous les autres prestataires proposaient fixe et mobile en illimité. Donc ça, c'était un moins sur Orange. Voilà. Vous soumettez au vote, non? Oui, d'autres questions avant qu'on le... Non? Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, M. Alexandre Moulin, sur le remboursement du coût de la formation du policier municipal, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui est maintenant à la commune du Grau-du-Roi. Voilà, donc, monsieur le maire, donc, la commune du Grau-du-Roi nous demande de faire une délibération au niveau du conseil municipal concernant la mutation au 1er avril 2021 d'un gardien brigadier de la commune. Donc, à savoir que la loi est claire et encadrée par rapport à ça. Lorsqu'un agent est muté dans les 3 années qui suivent sa titularisation, la collectivité d'accueil est tenue de verser à la collectivité d'origine une indemnité au titre de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de la formation initiale obligatoire et du coût de toute formation complémentaire, armement, bâton, etc. Donc, il y a un titre relatif aux dépenses réalisées dans le cadre des formations obligatoires d'un montant de 20 511,75 €, dont le détail est joint à ce courrier. Donc il y a un tableau avec les formations initiales, formation préalable à l'armement, formation préalable à l'armement, et les renouvellements en fait, hein. Formation préalable à l'armement, etc. Tous les ans les renouvellements et les FCO qui doivent faire un jour. Donc en fait on émettra un titre au Grau-du-Roi pour un montant de 20 511,75 €. Donc il fallait une délibération pour que le Grau-du-Roi puisse nous verser cette somme. La commune du Grau-du-Roi était d'accord, était prête à payer, et le Trésor public a refusé parce qu'il n'y avait pas une délibération émanant de Pontéanils. Donc c'est l'objet de cette délibération ce soir. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7. Marie-Hélène Casteil, extension des compétences de PMM à l'exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Oui, il y a actuellement un schéma directeur départemental subventionné par l'ADEME qui vise à développer 30 infrastructures de recharge sur le territoire de la communauté urbaine hors Perpignan. Le CIDEL actuellement exerce
à la place des communes membres hors Perpignan la compétence de création, d'entretien et d'exploitation de ces installations. Dans un souci de cohérence de l'action publique, il est proposé que le SIDEL, qui exerce déjà la totalité de la compétence, devienne l'unique gestionnaire à la matière par transfert de compétences de la part de PMM, et ce pour l'ensemble des communes membres hors Perpignan. Par délibération du 20 septembre 2021, le Conseil de communauté de PMM a approuvé la modification de l'article 6.10 de ses statuts pour étendre sa compétence à l'exploitation des infrastructures de recherche pour véhicules électriques. IRV, pour ceux qui ne le savent pas. Dans un deuxième temps, PMM transférera cette compétence au SIDEL 66. Donc la délibération et les statuts modifiés ont été transmis aux élus de ce conseil municipal et il convient de se prononcer sur cette modification. Donc voilà. Modification statutaire qui concerne PMM, qui transfère cette compétence au SIDEL. Voilà. Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 8, Didier Hanol, convention de remboursement des frais du pôle Grand Ouest pour l'exercice des compétences communautaires et modalités de fonctionnement du pôle Grand Ouest. Donc, suite au cadre de la transformation de Perpignan Méditerranée, il a été créé le pôle territorial Grand Ouest, constitué des communes du Soleil, de Pézilla-la-Rivière, Canoës, Toulouge, Lupia, Villeneuve-de-la-Rivière, Saint-Féliu-d'Availle et Bachas. Le pôle est destiné à assurer la gestion mutualisée des compétences de proximité de la communauté urbaine. Une exigence financière qui impose de mutualiser les moyens humains, matériels, mais aussi les services fonctionnels et opérationnels, pour réellement maîtriser les coûts de fonctionnement du service public. La nécessité de conserver un mode de gestion des compétences de la communauté urbaine basé sur la proximité, c'est-à-dire l'efficacité et la réactivité. Il convient de confirmer les modalités pratiques et financières entre les communes constitutives des pôles territoriaux de proximité et Perpignan Méditerranée Métropole, ainsi que de contenir les coûts de service à court terme pour l'exécution des compétences communautaires. Lorsque la communauté urbaine ne pourra assurer l'exercice de ses missions liées à ses compétences sur le territoire du pôle Grand Ouest, les communes membres de ce pôle exerceront des prestations de services nécessaires en vue d'assurer la continuité des services publics à l'aide de leur personnel, de leur équipement et de leurs véhicules le cas échéant. Les frais liés à l'utilisation des locaux communaux par les agents communautaires sont remboursés comme suit. Les petites dépenses de fonctionnement seront réglées au prorata des agents de PMM en équivalent temps plein. Les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement liées à l'évolution réglementaire éventuelle des normes des locaux seront réglées au prorata des équivalents temps plein. Les dépenses des fournitures administratives, des frais de téléphonie seront réglés par la communauté urbaine utilisatrice à l'euro pour l'euro. Pour l'utilisation des stations-service, lorsque les véhicules communautaires seront amenés à les utiliser, la communauté urbaine réglera aux communes les dépenses de carburant à l'euro pour l'euro. Lorsque la communauté urbaine ne pourra disposer de matériel pour l'exécution de prestations entrant dans son champ de compétences, les communes membres de chaque pôle mettront à disposition leur matériel communal. Les communes assureront leur personnel affecté pour l'exécution des prestations communautaires, ainsi que le matériel d'équipement communal utilisé. Les véhicules communautaires pourront être utilisés par les agents communaux couverts par les contrats d'assurance de Perpignan Méditerranée. Le conseil municipal devra approuver la convention de remboursement des frais du pôle territorial Grand Ouest entre Perpignan Méditerranée Métropole et ainsi que la convention relative aux modalités d'exécution du pôle Grand Ouest. Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est le renouvellement des conventions annuelles, à la fois sur les agents qui sont en pourcentage mis à disposition du pôle Grand Ouest sur certaines compétences, et à la fois les dépenses liées à ces compétences que l'on fait en commune, comme Didier vient de vous le dire, le carburant, des fournitures administratives, le téléphone, etc. Voilà. Après, le cinquième point, lorsque la communauté pourra disposer de matériel, ils ne disent pas finalement qu'il va y avoir un remboursement de ceux qui fournissent le matériel. Le cinquième point. C'est plutôt de la mutualisation, ça, je pense. Oui. Donc le matériel qu'on met à la disposition pour dépanner, qui est de la compétence du PMM, on le met finalement à la disposition gracieusement. Mais non, si c'est là, c'est pas gracieusement.
puisque les frais liés à l'utilisation seront remboursés lorsque la communauté urbaine ne pourra disposer de matériel pour l'exécution de prestations. Les communes mettront à disposition leur matériel communal. Donc on pourrait exiger un remboursement si, par exemple, je dis une bêtise, la nacelle, voilà, si la nacelle du pôle Grand Ouest ne fonctionnait pas et que nous possédions une nacelle, nous pourrions mettre à notre disposition et le facturer pour le coup. Voilà, c'est ça. Et parce que les 4 premiers points, finalement, équivalent temps plein, à l'euro, à l'euro, et là, ça serait plus un forfait sur le temps passé, je pense, avec le matériel. D'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9, Alain Dupuis, la convention de service pour l'entretien des ouvrages pluviaux entre PMM et la commune. Dans le cadre de l'application de l'article L5215-27 du Code général des collectivités territoriales, Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine, a confié par convention, depuis sa création aux communes volontaires, l'entretien relatif aux eaux pluviales. Donc nous avions depuis 2010 une convention. Et donc c'est la revision de cette convention. L'ensemble des ouvrages concernés par la convention est composé des ouvrages suivants. Alors là, vous avez un tableau, je vous ai remis un dossier avec un tableau, avec la nature des ouvrages. Bon, je peux vous en citer quelques-uns déjà. L'ensemble des ouvrages concernés par la Convention est composé des ouvrages suivants selon une grille tarifaire qui a été mise à jour. Sur le tableau, il y a donc les ouvrages, les longueurs, les volumes et la grille tarifaire par ouvrage. Les réseaux circulaires ou de sections différentes, les avaloirs, les grilles, les regards de visite, les cadres, les bassins des eaux pluviales liés à la compensation des eaux pluviales, les équipements de relevage ou de refoulement, tous les équipements annexes, groupes électrogènes, systèmes de télégestion, de téléalarme, vannes, etc. Les puits secs ou autres systèmes d'absorption des eaux pluviales, les chaussées réservoirs, les fossés, les noues, les dépeleurs, les désuileurs, décanteurs, débordeurs, canal d'arrosage à vocation pluviale, qu'il soit naturel, cuvelé ou couvert, s'il existe une convention de superposition avec le gestionnaire de l'ouvrage, ASA. L'évaluation des dépenses de fonctionnement faite par Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine, et la commune de Pont-Eyannils s'élève à un montant de 19 495 €,60 hors taxe, soit TTC 23 394 72. Il convient que le conseil municipal se prononce sur la convention pour une durée de 3 ans applicable à compter de l'année 2021. Merci pour cette présentation. Alors, moi, ce que je voudrais préciser, c'est que cette convention existait et le montant était d'à peu près 7 000 euros. 7 000 euros. Alors, il y a eu un travail énorme de fait par nos services techniques, par les élus et par les services de Perpignan Méditerranée Métropole sur ce tableau dont Alain Dupuis vous parle, ce tableau avec les mètres linéaires, le nombre d'avaloirs, etc., etc. Il y a eu un long travail fait, mais très intéressant parce que ça nous permet de pouvoir demander au travers de cette convention une somme qui passe de 7 000 à 23 394 et qui sera demandée déjà pour 2021. Voilà, avec un effet rétroactif sur l'année 2021. Alors, juste une précision, c'est une évaluation des dépenses de fonctionnement qui peut aller jusqu'à 23 394 €. C'est-à-dire que ça peut être moins selon les entretiens qui ont été faits ou pas été faits. Voilà, je dis ça parce que si dans le budget PMM ne nous verse que 20 000, que vous ne veniez pas dire pourquoi il n'y a pas eu 23 394. Voilà. Il va quand même falloir justifier du travail fait, comme on le fait avec la convention qu'on a passée dans un conseil municipal précédent sur les déchets, le nettoyage des colonnes enterrées, etc. Voilà. C'est un peu le même principe. Après, on doit justifier du nombre d'heures et du temps passé par les agents. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne reviens pas de l'écart entre 7 000 essentiellement. Ouais, mais je... Ce que je veux dire avec tout ça, c'est des bases de calcul, des 7 000. C'est PMM qui les a donné.
Ils les ont pas inventés, PMM. Ils sont partis sur des bases qui ont été données à un moment donné, de mètres linéaires, de type d'ouvrage, etc. Alors certes, la commune a grandi, mais je veux dire, ça ne justifie pas cet écart-là. Donc je pense qu'il y a une évaluation, à un moment donné, il y a une évaluation. Il y a une évaluation qui n'était pas assez affinée, je pense, au départ de cette convention. Donc ça méritait une révision. Je veux dire, les PMM intervenaient quand même régulièrement pour voir que c'était de la compétence de PMM. Et là, ce que vous nous demandez, ce qu'ils nous demandent, c'est de transférer la compétence. C'était déjà fait. Hein. C'était déjà une compétence transférée, mais que à hauteur de 7 000 €. Et ils n'intervenaient pas plus. Non. Oui, c'est bien là le... Ouais. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Madame Adou nous a rejoint. Donc, la procuration qu'avait Alexandre Moulin, elle reprend son droit de vote. Merci Thérèse de nous avoir rejoints. Donc, le point numéro 10. Donc, Didier Hanol, l'adhésion au dispositif de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Alors, PMM est engagé dans une démarche active et volontaire en faveur du développement durable, des énergies renouvelables et du climat. Elle s'est engagée à devenir un territoire à énergie positive en 2050, soit produire plus d'énergie que le territoire en consomme. Le territoire doit donc diviser par 2 ses consommations d'énergie et multiplier par 4 sa production d'énergie renouvelable. Considérant que PMM a inscrit dans les orientations de son programme Objectif de développement durable, fusion de l'agenda 21 local France et du plan climat, air, énergie territoriale, l'accompagnement des communes dans leur transition énergétique et écologique. Considérant que le Code de l'énergie impose un volume minimal pour faire la demande de CE, mais qu'il offre la possibilité aux collectivités de se regrouper et de désigner un regroupeur qui obtient pour leur compte les CE correspondants. Correspondant que le cadre de l'accompagnement des communes à la mise en œuvre d'actions spécifiques de développement durable, PMM propose aux communes du territoire qui le souhaitent de se regrouper avec elles par le biais d'une convention pour obtenir les recettes de la vente des CE correspondant à leurs économies d'énergie. La communauté urbaine est dite regroupeur. Considérant que la commune est engagée dans la transition énergétique et écologique, qu'elle met en œuvre un programme de développement durable ou des actions de développement durable, considérant l'intérêt pour la commune de se faire accompagner par un mandataire spécialisé dans les prestations de services, d'assistance et de conseil afin de bénéficier des primes valorisant les efforts dans les économies d'énergie via le dispositif national des certificats d'économie d'énergie, les CE donc, considérant que PMM ne prend pas de commission sur les CE des communes en tant que regroupeur, la convention de regroupement prévoit les mêmes conditions financières pour la communauté urbaine et les communes. De plus, afin de faciliter les flux, la dite convention assure que le transfert du prix sera versé directement aux communes par le mandataire. Considérant que PMM a passé un contrat de cadre de vente des CE générés par les travaux de la communauté et des communes regroupées dans ce dispositif avec les ACT, Commodities, au prix de 6 € hors taxe le mégawattheure, CUMAC, alors CUMAC ça veut dire cumulé et actualisé. Considérant que la convention de regroupement est conclue pour 2 ans, renouvelable tacitement par période d'1 an, sans pouvoir excéder 4 ans maximum. Il est proposé au conseil municipal donc d'approuver les termes de la convention de regroupement de valorisation des CE avec Perpignan Méditerranée, d'acter que le cessionnaire versera directement le prix des CE à la commune et d'autoriser le maire à signer toute pièce utile en la matière. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est des usines à gaz. Oui, parce que les CE, souvent, ils ont le droit à l'autre de polluer. Et s'ils achètent les CE. Ah, ça, c'est un autre débat. Ça. Ah, oui, ok. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11, M. Alain Dupuis, les travaux de réhabilitation de l'espace des Templiers à Nils, l'attribution du marché.
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la toiture de la salle Ramon Sagarnia de Nils a été rénovée en 2020. Dans la continuité des travaux effectués l'année précédente, la municipalité souhaite poursuivre les travaux d'isolation du bâti et le changement du système de chauffage actuel. L'objectif principal est de réduire les coûts de fonctionnement liés à la consommation d'énergie pour valoriser le bâti et agir sur le confort des occupants et améliorer la qualité d'isolation et de l'air. Pour cela, la commune envisage de recourir à des systèmes efficaces pour limiter la consommation d'énergie et le déploiement des énergies renouvelables. Monsieur le maire rappelle qu'un marché a été lancé par la commune sous forme d'une procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 27 du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relative au marché public et à l'article 142 de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marché public. Cette consultation a été lancée le 30 juin 2021 pour une remise des offres fixée au 11 août 2021 à 18h. Les membres de la commission d'appel d'offres se sont réunis le 6 septembre 2021 à 10h pour l'ouverture des plis et le 27 août 2021 à 10h pour l'analyse des offres et la désignation des entreprises. Après présentation du rapport de l'analyse des offres, avec l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, Monsieur le maire propose de retenir les prestataires suivants. Alors, on va commencer par l'eau 2. On va voir pourquoi. L'eau 2, électricité, froid et électricité de l'ASP. Je vous parle en TTC, je ne vais pas faire les deux. 35 136,24. L'eau 3, isolation, Société Nouvelle Montrose. 47 711,70. L'eau numéro 4, plomberie, entreprise Marès SAS. 1868,40. L'eau 5, chauffage, climatisation, entreprise Marès SAS. 21 554,40. L'eau 6, peinture, SARL, Duix. 5 382,30. L'eau 7, façade, société GBF. 17 334. Montant sur ces 2, 3, 4, 5, 6, 7 lots, 128 987,04 TTC. En ce qui concerne le lot numéro 1 de gros œuvres, la société Corébat a présenté une offre d'un montant de 37 990 TTC. Disons, bon, on peut le dire maintenant, au triple de l'estimation. Pour le lot 8, Gouttière, une offre a été présentée par la société Corébat pour un montant de 2087. Elle fait tout en triple, cette société-là, puisque l'estimation des gouttières était disons, 3 fois inférieure. Donc ces deux lots ont été reconnus, déclarés plutôt, pardon, infructueux. La commission d'appel d'offres ayant jugé les offres présentées par la société Corébat pour les lots 1 et 1 normalement élevés par rapport à l'estimatif, il convient donc de déclarer les lots 1 et 8 infructueux. Une consultation simplifiée est relancée pour ces lots infructueux. Le conseil municipal devra se prononcer pour retenir les propositions suscitées et autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations. Les crédits sont inscrits au budget. J'ai d'autres. Vous avez tous compris qu'il y avait une inversion entre l'ouverture des plis et l'analyse des offres dans les dates. Oui, excusez-nous, c'est le 27 août et le 6 septembre, et non pas le 6 septembre et le 27 août. En fait, oui. Donc, tout le monde a compris l'infructuosité du lot 1 et du lot 8. On a relancé une consultation simplifiée, ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne décidera pas de le faire en régie. On attend les réponses de cette consultation. Il faut savoir qu'en régie, on a fait déjà le devis. On a fait un devis main-d'œuvre et fourniture. Et on attend le résultat de la consultation simplifiée. Dans tous les cas, on n'arrivera pas au montant de la société Corébat qui nous proposait
qui nous proposait quelque chose autour de 37 000 et des brouettes. Ouais. Alors, à noter tout de même que, évidemment, comme on l'avait annoncé dans un conseil municipal précédent, les demandes de subvention ont été effectuées pour la rénovation de cet espace des Templiers et que nous avons obtenu entre la DETR de l'État liée au plan de relance et le département 80%, qui est le maximum que nous puissions obtenir. Mais comme le préfet s'y était engagé lorsqu'il m'avait reçu en juillet de l'année dernière, bien sûr, il s'était engagé à nous soutenir au maximum sur les projets, vu la situation financière de la commune. Et donc, c'était chose tenue. Et on arrive à 80% globalement. On était même un peu au-dessus, mais comme le département aide aussi, ben, on est forcé de se tenir à 80%. Voilà. Parce que c'est la limite des aides possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet et sur l'attribution du marché? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, pardon. puisque ça vient d'être voté, je dirais que les travaux ont commencé lundi. Voilà. Et on commence cette semaine par les travaux de démolition. Et donc, espérons avant la fin de l'année. Et donc, c'est la raison pour laquelle les administrés, lorsqu'ils demandent la mise à disposition ou les associations de la salle de Niels, elle est pour l'instant bloquée jusqu'à la fin des travaux. Voilà. Donc on a bloqué un laps de temps un peu plus long en cas de retard de chantier ou de soucis avec les entreprises. Le point numéro 12, toujours Alain Dupuis. Alors 12 et 13 qui vont se succéder, c'est les travaux de mise en conformité de l'espace Simone Ali, avec l'abandon du projet et déclaration sans suite de la procédure de marché public qui avait été votée le 28 août 2019. Donc, et ensuite, dans un deuxième point, l'approbation du nouveau projet. Allez. Oui, j'y vais. Par délibération du 28 août 2019, 8 lots sur 11 ont été attribués pour la réalisation des travaux de rénovation de l'espace Ali pour un montant de 149 204,46 € hors taxe. Les lots 1, 3 et 8 ont été déclarés infructueux au motif que les offres des entreprises étaient anormalement hautes ou qu'aucune entreprise n'a répondu. Les travaux n'ont pu démarrer, notamment en l'absence d'entreprise, pour réaliser le gros œuvre. Au vu du montant estimatif des travaux qui s'élevait à plus de 328 560 € hors taxe, il est proposé de classer sans suite ce marché et de redéfinir un projet plus adapté aux capacités financières de la commune. Sur le plan technique, un nouveau permis de construire a été instruit pour répondre aux nouvelles normes prescrites par les textes en vigueur. Alors, travaux de mise en conformité. pardon, peut-être, Alain, excuse-moi de te couper, mais comme ce sont deux points différents, il faut deux délibérations différentes. Oui, d'accord. Donc on va voter là-dessus. Donc évidemment, vous l'avez compris, on revoit le projet à la baisse. Donc on est tenu, pour des raisons techniques et économiques, d'abandonner le projet et surtout de déclarer sans suite la procédure de marché public. Donc est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, dans la continuité, le point numéro 13. Monsieur le maire rappelle que depuis son ouverture, le bâtiment est devenu un espace essentiel à la vie de la commune et doit se mettre en conformité aux normes en rapport avec son usage, l'accueil du public et se mettre à jour en termes d'économie et d'énergie. Des subventions ont été obtenues auprès de l'État et du conseil départemental à hauteur de 80% du projet. Un document synthétique sous forme de plan est fourni aux conseillers municipaux pour connaître les détails du projet de rénovation envisagé. Le montant estimatif du nouveau projet a été réduit de moins 30%, soit maintenant 237 146 hors taxe, dont le détail est donné en annexe à chaque élu. Le conseil municipal devra se prononcer sur le projet de la rénovation de l'espace Simone Ali, autoriser et déléguer à monsieur le maire le lancement des marchés nécessaires à la désignation du maître d'œuvre et des entreprises qui réaliseront les travaux.
Alors, comme vous avez pu le voir dans les annexes, le projet consiste désormais à la mise aux normes électriques et protection incendie. Toutes les annexes ont été envoyées par mail. On en a imprimé une, je pense. Donc, on se cantonne à la mise aux normes électriques et sécurité incendie. Donc, des trois bâtiments, merci Didier, des trois bâtiments. Donc, électrique, sécurité incendie. Électrique, ça nécessite le déplacement du tableau électrique, donc qui ne sera plus à côté des cuves en bois, mais qui sera à l'extérieur derrière. Donc, création d'un petit local pour le tableau électrique et mise aux normes, donc électrique, incendie. Et, comme vous l'avez compris, on en profite pour le changement du système de chauffage, toujours pareil dans cet objectif d'économie d'énergie. Voilà, on se cantonne à ça pour l'instant. On reviendra certainement un jour sur ce bâtiment, mais là, dans l'immédiat, on est sur cette modification-là. Et donc, on vous demande d'approuver ce nouveau projet pour lancer la procédure de marché public. Est-ce qu'il y a des questions? J'attends que vous regardiez quand même le document. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 14, que je confie à ma première adjointe, Lucie Boisdin, création d'un poste non permanent de conseiller numérique. Alors, 13 millions de Français rencontrent des difficultés avec les usages numériques. Pour les accompagner, l'État finance la formation et le déploiement de 4000 conseillers numériques qui auront pour mission de soutenir les Français dans leur usage quotidien du numérique, de sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, et de rendre autonome pour savoir utiliser seul le numérique pour ses démarches administratives en ligne. Alloué sous forme de subvention, la prise en charge de l'État permet de rémunérer le conseiller à hauteur du SMIC pour une durée de 2 ans. Pour une structure publique, la subvention totale s'élève à 50 000 € par poste. La subvention est versée en 3 fois. 20% sont versés dans le mois qui suit la signature de la convention, 30% 6 mois après la signature et les 50% restants 12 mois après la signature de la convention. Ce dispositif comporte certaines obligations concernant l'activité du conseiller. Il doit réaliser ses missions à temps plein. Les activités sont gratuites pour les usagers. Le conseiller doit consacrer du temps pour participer aux rencontres locales et nationales, ainsi que pour la formation continue. Il doit revêtir une tenue vestimentaire dédiée, financée par l'État, pour les activités qu'il réalise. En contrepartie du soutien de l'État, la structure s'engage à mettre tout en œuvre pour sélectionner le candidat dans les meilleurs délais suivant la validation de sa candidature, à signer dans les meilleurs délais après cette sélection un contrat de projet avec le candidat, à réaliser un dossier de demande de subvention, laisser partir le conseiller recruté en formation, mettre à la disposition du conseiller les moyens et équipements nécessaires pour réaliser sa mission, fournir les éléments demandés permettant un suivi de l'activité du conseiller, répondre aux éventuelles sollicitations de l'État afin de compléter le dossier de financement de la formation. Afin de lutter contre l'électronisme, la ville de Ponteilhan-Hills souhaite bénéficier de ce dispositif à travers une création de postes de conseillers numériques sous la forme d'un contrat de projet. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 3.2, vu le décret numéro 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le maire
propose au conseil municipal de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C, adjoint administratif, afin de mener à bien le projet identifié suivant. Dispositif conseiller numérique France Service pour une durée de 2 ans, soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 inclus. Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel le contrat a été conclu, à savoir soutenir les administrés dans leur usage quotidien du numérique, sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, rendre autonome pour savoir utiliser seul le numérique pour ses démarches administratives en ligne. À défaut, le contrat prendra fin après un délai d'1 an minimum si le projet ne peut pas être réalisé. Le contrat sera renouvelable par reconduction express lorsque le projet prévu ne sera pas achevé du terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. L'agent assurera les fonctions de conseiller numérique France Service à temps complet. L'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C. La rémunération sera déterminée selon un indice équivalent au premier échelon du grade d'adjoint administratif. Enfin, le régime indemnitaire instauré n'est pas applicable. Il sera donc procédé au conseil municipal de décider la création d'un contrat de projet de catégorie C, adjoint administratif à temps complet, la modification du tableau des effectifs, sollicite la subvention d'État de 50 000 € sur le budget communal représentant 90% du coût global du contrat et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc le coût global, je crois, c'est 55 000 à peu près, c'est ça. Voilà. Donc ça, le reste à charge pour la commune est très faible. Donc on a fait la simulation avec le service RH et donc le reste à charge est très faible. Voilà. Donc ce conseiller numérique permettra en accueil en mairie, via la médiathèque, en lien avec l'espace de vie sociale, en lien avec le CCAS, d'accompagner les administrés, les seniors en priorité, mais pas que, face à, Lucie l'a très bien prononcé, l'électronisme. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est un contrat de projet, c'est sur 2 ans, hein, donc c'est très cadré, mais ça nécessite cette prise de décision. Donc, pas d'autres questions? Ça veut dire qu'on part sur un contrat de 2 ans, renouvelable, mais qui ne pourra pas aller au-delà de 6 ans. D'autres questions? Et lorsque ce contrat est renouvelable, est-ce que la subvention est renouvelable? Ou est-ce que c'est juste pour 2 ans la subvention? C'est une très bonne question, mais je pense même que l'État n'a peut-être pas encore la réponse. Parce que les aides conseillers numériques viennent de sortir suite à la crise Covid. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de tout frais qu'il fallait saisir. Donc on saisit cette opportunité, on verra bien. Voilà. C'est un peu comme les services civiques, hein, il y a des opportunités de temps en temps qui existent et je pense qu'il faut savoir les saisir. Voilà. D'autres questions? Non? Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. On arrive au point 15 qui sont les affaires diverses. Donc est-ce qu'il y a des points que certains élus, adjoints ou autres, souhaitent aborder? Des informations ou... Monsieur le maire, est-ce qu'on aborde l'avenue de la Gare, les débuts des travaux? Non? Oui, tu peux. Oui, tout à fait. Maintenant qu'on a la date, tu peux. Oui, nous allons bientôt avoir le chantier de l'avenue de la Gare qui devrait débuter dans la semaine prochaine, mais l'autre. Donc l'avenue de la Gare sera toujours le terme partagé. Sera une zone partagée. Une zone partagée. Avec une limitation de vitesse. Vélo, voiture. Voilà. Avec limitation de vitesse et des aménagements au-delà de la coopérative. Voilà. Pour sécuriser de la sortie du village jusqu'à la cave coopérative. C'est une zone très fréquentée par les personnes âgées, par les familles, par les vélos, etc.
Donc, un cabinet d'études a travaillé sur le dossier, nous a fait des propositions, et donc les travaux vont démarrer avec, comme vient de le dire Alain Dupuis, la mise en place de signalisation, de différents systèmes pour faire ralentir, et surtout on rentre dans une zone partagée avec une limitation de vitesse, et on n'hésitera pas à y faire des contrôles, puisque, je ne sais pas si Alexandre Moulin va en parler après, puisque nous sommes en train d'étudier avec une commune voisine, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, hein, le prêt du signomètre, qui est le radar mobile en fait. Donc on n'hésitera pas dans cette perspective-là à faire de temps en temps des contrôles sur cet axe. Voilà. Cinénomètre. Un radar, quoi. Voilà. On va faire ça. Et l'emprise au sol va être modifiée ou quoi? C'est l'emprise qui va être diminuée? Non. Par des passages. Voilà. L'emprise au sol ne sera pas modifiée. Il y aura de temps en temps des chicanes. Hein, c'est ça, Alain. Des chicanes. Et on va surtout jouer sur le marquage au sol, sur la signalisation et sur la réglementation avec une vitesse limitée. Après... en pensant quand même que de temps en temps, il y a des vendangeurs. Tout à fait. Il y a des vendanges. Et il semblerait que ceux de Trouillas passent par cette route, que vu qu'ils envisagent de faire des bâtiments de stockage, ça devrait que s'amplifier. Voilà. Il faut tenir compte de ça, il me semble aussi. Il n'y aura pas de... Pas mieux, hein. Oui, non, mais il n'y aura pas de... Je ne demande pas mieux qu'il y ait un ralentissement sur ces Voilà. Mais je pense que cette voie partagée ne sera pas un obstacle aux viticulteurs vignerons. Ni aux camions. Avec leur matériel. Ça sera interdit aux camions. Ça sera interdit aux camions de... Non, du tout. Ça reste une zone partagée, ouverte à tout type de véhicules. Mais les semis pourront passer. Oui, bien sûr. Les semis, mais à la vitesse recommandée. Non, ils ne passent pas déjà, les semis. Non, On ne pas dans le village. Déjà, les semis, ils passent beaucoup moins qu'avant. déjà pas. Justement, les semis, elles ne passent pas, mais les machines à vendanger, les trucs comme ça. les semis, elles passent, ils ont un endroit qu'elles passent, la route du soleil, qui reviennent jusqu'à la gare. Jusqu'à la cave. Jusqu'à la cave, à la gare et à la cave. Oui. Et c'est interdit à plus de 3 tonnes sec. Non, il n'y a aucune modification à ce niveau-là. Non, mais je veux dire, normalement, est-ce qu'il y a une dérogation qui est faite au niveau du truc, parce qu'il y a les bas-côtés, chaque fois que les semis passent et tout ça, se défendent. Donc tu veux dire quoi? Qu'il faut interdire aux semis de passer? Finalement, moi, à l'époque, on avait demandé au directeur de la cave coopérative de Pompéa que les semis, quand elles viennent, il faut qu'elles rentrent en longeant l'ancienne gare, l'arrière de la cave coopérative. Et qu'elles ne viennent pas de... Oui, j'ai compris. Qu'elles ne sortent pas par la station de pompage, parce que c'est là où ça arrive et que ça déforme tout. Donc, à la cave coopérative, ils avaient comme consigne de faire sortir les camions en marche arrière, repartir par le... Et ça, il faut le maintenir, d'accord, que ce soit appliqué. Ok, merci pour cette information. Parce que là, au point, là, quand vous arrivez à hauteur des 4 chemins, il faudrait penser, si les citernes passent là, faire un renforcement quand ils tournent, parce que chaque 6 mois, c'est bon, tout est arraché. C'est le seul passage que les semis passent. Au croisement. Au croisement. Quand ça vire, regardez, il y a le stop au 4 chemins, quand tu tournes, les semis, elles tournent là, et elles arrachent toutes chaque fois. Et déforment les accotements et tout. Les accotements et tout. Il n'y a pas d'autre issue pour eux. Les semis, il faut qu'ils aillent jusqu'à la cave, je veux dire. Pour les semis, il n'y a pas d'autre possibilité. Ok. D'autres informations? Maxime, non? Marie-Hélène? Ça peut être dans les vélos qui passent. Oui. Oui, bien sûr. Toujours dans les travaux? Toujours dans les travaux. Nous avançons étape par étape. On a avancé sur l'avenue Jonquière en travaux. On a fait des réseaux humides, un réseau humide.
Et là, à la fin du mois, on va en entreprendre la dissimulation ou effacement, dissimulation plutôt, des réseaux secs, c'est-à-dire basse tension, France Télécom, en partie, Vous traversez, on laisse le câble préassemblé cliquer sur façade, on ne touche pas. Voilà. Donc ça va être une opération qui va se faire entre novembre et décembre à peu près, avant Noël bien sûr, et je peux vous dire, en début d'année prochaine, en janvier, on attaquera, peut-être janvier, février, ce sera le tour de la voile. Avec, à terme, il faut le préciser, une avenue Jonker qui sera en sens unique. Voilà, en sens unique descendant, donc de la rue de Roubaud vers l'avenue de Perpignan. Voilà, à l'issue des travaux. Parce qu'on sait qu'il y a du stationnement sur cette rue, on sait qu'il y a les semis de la cave qui passent, il y a aussi les camions de ramassage des ordures ménagères, donc il faut sécuriser cet endroit et donc à terme on sera en sens unique. Voilà. Côté travaux, c'est tout. Marie-Hélène, tu voulais rajouter un mot sur... Oui, PMM a proposé aux 36 communes qui dépendent de son agglomération un accompagnement à la sobriété énergétique des bâtiments communaux. Il y a une vingtaine de communes qui ont répondu à cette proposition, dont la commune de Pont-Eyanils. Et donc, en fait, le travail consiste à reprendre toutes les consommations d'énergie des bâtiments communaux et de voir quels sont ceux qui sont les plus énergivores, quels sont ceux dans lesquels il faut prévoir des travaux urgents. La salle Saguardia et l'Espace Ali en font partie, hein, mais pas que. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que aucun travail de recensement de ces informations n'avait été fait jusqu'à présent. Et donc, ce travail a permis de recenser justement les consommations excessives. Voilà. Et en fait, vous savez que dans l'avenir, d'ici 2030 et 2050, il va falloir diminuer les consommations énergétiques. On en a parlé lorsqu'on a parlé de C2E, de toutes les communes, de 30 et jusqu'à 50%. Enfin, on va vers vraiment une diminution de la consommation d'énergie par une meilleure isolation, par tout ce qui favorise justement les économies d'énergie. Voilà. Donc en fait, c'est un travail qui n'est pas terminé, mais tous les travaux qui ont été entrepris sur l'espace Ali et Salle Saguardia pourront être aussi aidés par ce travail d'accompagnement à la sobriété énergétique. Voilà. Et puis un petit mot juste sur le travail de la végétalisation de Ponteilla, de la place du foyer rural, qui va commencer dès cet automne, dès cet hiver. Je voulais dire aussi, dans le cadre de la chaîne intermédiaire, il y avait une opération qui avait été faite, qui finalement arrivait directement pour produire des effets. Je parle de la consommation d'eau, c'est-à-dire au robinet, et mettre, comment ça s'appelle ça, les réducteurs de pression. Et puis, inciter les gens à changer leurs ampoules. Voilà. Donc il y a déjà eu quelque chose qui a été fait. Je crois qu'il faut davantage proposer des choses réalisables rapidement, sans trop d'investissement. Oui, c'est aussi la volonté. Par exemple, Denis, tu as au niveau de la diminution de la consommation d'énergie, ne serait, par exemple, prenons l'exemple de la climatisation l'été, et bien si par exemple toutes les fenêtres qui sont sur la mairie, qui est pourtant un bâtiment qui est assez récent et qui est donc assez bien isolé, mais en fait si on fait mettre par exemple des casquettes sur les fenêtres exposées au sud, ça peut permettre de diminuer le besoin de climatisation l'été par le personnel et par les utilisateurs de la mairie. Et tant d'autres exemples, en fait, des ombrages avec des végétaux aussi hein, sur les façades, ça peut être totalement dans l'ordre du jour de cet accompagnement à la sobriété énergétique.
Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? Alors moi, je vais rajouter 2 petites choses concernant ma délégation. La première en sécurité, c'est qu'on s'était doté de 2 pièges photographiques pour pallier un petit peu à ces incivilités de décharge sauvage, pas que dans la nature, mais aussi bien dans le centre du village, puisque les gens déposaient à côté des conteneurs. Donc à ce jour, on a fait l'acquisition de 2 autres. Hein. Bon, le prix, c'est 148 € pièce, hein, c'est pas... mais qui nous a permis d'avoir des contrevenants. Donc on les a... ils ont entendu parler du pays dans un premier temps, ils ont été convoqués dans le bureau du maire dans un deuxième, et ça porte ses fruits. Donc je suis content de cette petite acquisition. C'est du boulot parce que c'est du visionnage, mais ça permet de pallier un peu à ce fléau de dépôt, surtout à côté des conteneurs. Ce qui me tue le plus, c'est ça. Je pense qu'il faut rappeler aux administrés, pourtant on l'a fait au travers d'un numéro spécial déchets, que tout ne se jette pas n'importe où. Il y a des collectes spécifiques pour les déchets verts, il y a des collectes pour les monstres. Tout ça est bien organisé, ça existe, il faut se rapprocher du secrétariat et on ne peut pas tolérer qu'un matelas soit jeté à côté d'une colonne, que des cartons soient jetés, qu'une poussette de poupée soit jetée. Ça n'est plus tolérable. On ramasse tous les lundis des choses aux abords des colonnes enterrées. Donc ces pièges photos seront placés, sont déjà placés, seront placés, accentués, déplacés, de sorte que chacun ne sache jamais à quel moment où il se trouve et qui peut être, c'est le cas de le dire, piégé. Et là, sur ce domaine-là, on ne rigole pas, c'est-à-dire que la police municipale a ordre de retrouver les gens soit en visionnage, soit en ouvrant les sacs et en trouvant des noms, etc., et de verbaliser. Voilà. Donc sachez-le, que ça se dise, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des dépôts et dans la nature et dans le village qui sont répétitifs, et je crois que c'est un peu dommage parce qu'il y a tout qui est organisé pour, y compris les déchetteries, y compris des déchetteries ouvertes le dimanche, y compris le dimanche après-midi. Donc je crois que chacun peut faire l'effort de porter ses déchets là où il faut, quand il le faut, ou d'appeler le secrétariat pour avoir les renseignements. Donc toujours dans le domaine de la sécurité, ce coup-ci sur la sécurité, cadre de la sécurité routière, on a fait installer par les agents de la commune des panneaux d'indication NILS, donc qui se trouvent, pour vous situer, devant la gendarmerie de Poyestre. Quand on vient de Poyestre, on prend la traverse d'Emmaüs, à l'embranchement d'Emmaüs et de Clos Saint-Georges, et au Mascalvé, direction Nils. Donc c'est des panneaux qui sont indication Nils avec interdit à plus de 6 tonnes, sauf le camion de PMM qui vient ramasser les ordures ménagères. Plus de 6 tonnes. Interdit à plus de 6 tonnes. Voilà, parce que c'est une route, une partie qui est sur Poyestre, à savoir que l'autre partie est quand même sur nous. Et les agriculteurs nous grattent un petit peu d'année en année le goudron, puisque quand ils ne relèvent pas la charrue, quand ils arrivent en bout, à chaque fois ça nous enlève 10 cm, 10 cm. Et à la fin, je crois qu'on roulera avec une roue de vélo au lieu d'avoir... Voilà. Ensuite, un petit mot sur ma deuxième délégation qui est les écoles, pour vous dire qu'il y a un chouette programme qui est sorti pour les enfants pour les vacances de la Toussaint. Donc n'hésitez pas les parents d'inscrire vos enfants avec, comme les fois précédentes, un programme pour les maternelles, un programme pour les primaires et pour la passerelle pour les préados. Donc un programme alléchant qui a été fait par le service enfance-jeunesse avec de très belles sorties à Carcassonne notamment, au parc australien, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la mairie, sur le site Facebook et sur le portail famille qui est dédié que pour les parents dont les enfants sont inscrits aux 3 écoles. Merci. Vous dire aussi que le 4 novembre, nous inaugurerons en comité restreint, parce que, évidemment, avec la crise sanitaire, c'est encore compliqué, mais nous inaugurerons en comité restreint, en présence du vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole en charge de la compétence déchets, donc Stéphane Loda, nous inaugurerons les composteurs collectifs qui ont été installés sur la commune. Donc, vous recevrez, en tant qu'élu, un carton d'invitation. Et nous fêterons le lendemain, le 5 novembre, nous fêterons les 20 ans de l'accueil de loisirs,
Je prends plaisir à rappeler que l'accueil de loisirs avait été créé en 2001 par la municipalité en partenariat avec les foyers ruraux, donc 20 ans de l'accueil de loisirs. Nous fêterons ceci le 5 novembre à 16 h au stade avec des jeux, des animations, et nous nous retrouverons à 18 h aux abords du monument aux morts pour inaugurer l'espace ado, donc dans l'ancienne bibliothèque, donc nouvel espace qui va compléter l'accueil enfance-jeunesse, puisque comme vous l'a dit Alexandre Moulin, vous avez les maternelles, les primaires, vous avez depuis peu la passerelle pour les préados, et il va y avoir, dès la rentrée de Toussaint, l'espace ado avec un animateur, une salle, un programme dédié pour les ados, comme on a pu le connaître pendant de nombreuses années, plutôt au travers d'une structure associative, mais ce service va être maintenant donc développé par la municipalité, agréé par la CAF, Jeunesse et Sport, etc. bien sûr, et donc inauguration le 5 novembre à 18 h. Voilà, de l'espace ado. Vous dire aussi que la municipalité a obtenu un deuxième agrément pour un deuxième service civique. Donc on n'a pas eu besoin de le repasser en conseil municipal puisqu'on avait acté le principe de pouvoir accueillir des services civiques. Donc il y a la possibilité d'avoir un deuxième service civique qui devrait démarrer bientôt. Donc on a reçu des candidatures et j'ai reçu quelqu'un cet après-midi. Donc peut-être que ce deuxième service civique démarrera bientôt. Le premier service civique se termine le 4 décembre et a déjà son successeur dans les tuyaux. Donc on a déjà un jeune qui va assurer la mission suivante, donc c'est entre 6 et 8 mois, hein, je vous le rappelle. Voilà. Et ensuite, donc, je terminerai, à moins qu'il y ait d'autres questions, donc je terminerai en apportant une petite précision sur une action que nous avons voulu mener, la municipalité, en partenariat avec une association. Nous avons souhaité que sur la commune, les terres en friche puissent être utilisées, bon, on le sait, terre en friche égale incendie, égale sanglier, etc., etc. Et donc évidemment, dans une position de développement durable, de possibilité de faire du bio, etc., nous avons permis la mise en relation entre une association de porteurs de projets et les propriétaires de terres en friche. Et nous allons très vite envoyer un courrier à tous les propriétaires de terres en friche parce que je pense que nous avons commis, il faut reconnaître des fois ces erreurs, nous avons commis une petite maladresse. Avant l'avancée de ce projet, nous n'avons pas forcément réuni les agriculteurs, les propriétaires de terres en friche. Cette action a été mal perçue par certains, d'autant plus qu'il s'avère que certains porteurs de projets mettent en avant la possibilité d'utiliser la loi sur les terrains cultes. Donc je tenais à dire publiquement que la municipalité ne soutient pas du tout cette démarche de mettre en avant et d'utiliser la loi sur les terrains cultes, et que notre seule volonté était la concertation et la mise en relation de porteurs de projets avec des propriétaires de terres en friche. Voilà, je ne ferai pas plus long là-dessus ce soir. Nous allons écrire à tous les propriétaires et nous allons écrire d'autre part également à l'association avec laquelle nous nous étions mis en relation, pensant bien faire, et tout ça avec l'appui et le soutien de l'avocat de la commune pour stopper toute mauvaise intention et pour être clair et bien dans nos intentions et nos propos. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'autres points, pas d'autres questions diverses? Eh bien écoutez, merci à celles et ceux qui sont venus, merci à celles du public, merci à celles et ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Il y aura un conseil municipal en décembre, puisque nous avons on sait déjà qu'on aura des décisions à acter avant la fin de l'année. Donc il aura lieu certainement avant les vacances, première quinzaine de décembre. Et bonne soirée à toutes et à tous. Et pour les élus, avant de vous sauver, pensez à signer le registre. Merci à toutes et à tous.